Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer d'abord par notre focus. On va prendre la direction des États-Unis et l'Amérique grâce au documentaire, reportage et chronique d'Arthur Genre. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Très contente de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Alors je vais vous parler de littérature et de jeunesse et plus particulièrement sous l'angle de l'interactivité que permet le numérique. Alors bonne ou mauvaise nouvelle pour la créativité de nos jeunes et de nos adolescents. On va voir ça tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis les jeunes et les adolescents, justement, on va en parler aussi. On va parler d'argent. Certains disent qu'il ne fait pas le bonheur, d'autres disent qu'il est un levier indispensable pour réussir sa vie. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, personne n'y échappe. Alors comment les jeunes d'aujourd'hui, justement, cette fameuse génération Z, voient-ils l'argent? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Et peut-on dire qu'ils réinventent leur relation à l'argent? On en parle avec notre invité, Imad Tabet, en plateau avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes le directeur du marché des particuliers au Crédit Coopératif et vous venez nous présenter les résultats d'une étude particulièrement intéressante que vous avez menée. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, beaucoup l'ont découvert dans Quotidien sur TMC. Arthur Genre a lancé dès 2015 sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire et à la culture américaine. Une chaîne qui rencontre un franc succès avec plus de 140 000 abonnés. Un portrait qui nous est présenté aujourd'hui par Xavier Terrade. Je me présente, je suis Arthur Genre et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Genre a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Genre a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, notre chose ou ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Des contenus qu'Arthur Genre partage aussi parfois sur TikTok, mais dans un format beaucoup plus court. Allez, autre chose maintenant. Quand on parle des jeunes et de leur rapport à l'argent, on a souvent des clichés en tête, des idées reçues. Les jeunes ne pensent qu'à consommer, ils sont pessimistes, ils fuient les responsabilités, etc. Figurez-vous que tout ça, c'est faux. En tout cas, c'est ce que dit une étude menée par le Crédit Coopératif et qui montre qu'au contraire, les jeunes sont optimistes. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce rapport un peu particulier qu'entretiennent les jeunes avec l'argent. Est-ce que c'est une génération plus pragmatique, plus engagée, plus consciente aussi des défis du monde d'aujourd'hui? On pose les questions à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et notre invité, justement, à nos côtés pour en parler, Imad Tabet. Je rappelle donc que vous êtes le directeur du marché des particuliers au Crédit Coopératif. C'est vrai, je le disais en introduction, Imad, on parle souvent des jeunes comme d'une génération inquiète, parfois désabusée aussi, et votre étude semble dire complètement l'inverse. Selon vous, pourquoi avons-nous cette perception erronée ? Je pense qu'on se fait beaucoup de représentations sur les jeunes, notamment quand on ne l'est plus tout à fait. Et il y a des tendances qui évoluent.
donc ça vaut le coup de mesurer. On l'a fait avec Via Voice, qui est un institut partenaire dans le cadre du baromètre du sens de l'argent, dont c'était la 6e édition, Tout à fait. en partenariat avec l'ESCP pour ce baromètre. Et donc on s'est vraiment intéressé sur quel était le sens que les jeunes donnaient à leur argent. Alors la première chose qui ressort, effectivement, c'est que les jeunes sont beaucoup plus optimistes que la moyenne des Français. Pas du tout désabusés. 80% des jeunes se disent heureux, contre 75% des Français. Ouais. 71% sont confiants dans leur avenir, contre 57% des Français. Donc les jeunes sont plus optimistes que la moyenne. Alors justement, une question qu'on peut tous se poser, d'où elle vient cette confiance selon vous ? Je pense que c'est lié vraiment à des considérations personnelles. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, l'avenir de la société ou la situation de la planète, des enjeux un peu plus globaux, là, on voit que le taux d'optimisme diminue. Ouais. Il reste plus optimiste que la moyenne des Français. 37% des jeunes sont confiants dans l'avenir de la société française contre 26% de la population. 31% sont confiants sur la planète. Alors on voit qu'il y a plus de personnes qui sont pas confiantes que confiantes contre 23% de la population. Mais concernant leur propre avenir, les jeunes ont tendance, en tout cas une majorité de jeunes, à voir les choses avec une vision plus optimiste. Plus optimiste, plus positive. En tout cas, effectivement, votre étude casse le mythe d'une jeunesse fataliste. L'optimisme des jeunes contraste fortement, vous l'avez expliqué, avec celui des générations précédentes. Malgré tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre cette différence, justement. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, par exemple, ils ont accès à plus d'opportunités que les générations précédentes, ce qui fait, du coup, qu'effectivement, ils portent un regard beaucoup plus positif sur leur avenir et sur la société ? Est-ce que c'est ça qui explique cette différence, en partie ? Alors, plus d'opportunités, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt le fait de pouvoir se projeter et de pouvoir imaginer, voire rêver sa vie. On sent aussi quand ils arrivent sur le marché du travail, et ça c'est une évolution importante par rapport aux générations précédentes, qu'il y a vraiment cette envie de réaliser ses rêves, de ne pas aller sur des métiers qui seraient perçus comme ennuyeux juste pour un job alimentaire en investissant la vie personnelle par ailleurs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment ce souhait d'allier finalement le sens qu'on veut donner à sa vie avec sa carrière professionnelle. Et c'est peut-être ça qui fait que il y a une vision plus positive. Alors, il y a un autre chiffre aussi, Imad, qui m'a marqué dans cette étude. 69% des jeunes considèrent que gagner de l'argent permet d'être heureux. Pourquoi, selon vous, l'argent est-il un levier de bonheur si important pour cette génération ? Alors oui, ça c'est quelque chose qui nous a frappé. C'est vrai. La question était même, est-ce que pour vous, gagner le plus d'argent possible, c'est ça, permet d'être plus heureux ? Et en fait, on sent vraiment, et ça c'était très net dans l'étude, que le rapport à l'argent est décomplexé. Donc effectivement, 69% disent que gagner le plus d'argent possible est un objectif pour être plus heureux. 76% disent que c'est un objectif pour réussir sa vie. Et donc il y a moins de tabous face à l'argent que la moyenne de la population française. Ça peut être lié à des évolutions sociétales, morales, peut-être aussi des modèles qui sont véhiculés par les influenceurs. Mais clairement, le fait de gagner de l'argent est considéré de façon très significative par les jeunes comme étant une condition du bonheur. Et ça, c'est différent par rapport aux années précédentes, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on pourrait penser que l'argent, c'est un sujet tabou, notamment en France. Est-ce que vous avez observé un changement dans la manière, justement, dont les jeunes abordent cette thématique de l'argent depuis 6 ans que vous menez cette étude ? Alors là, l'étude était vraiment concentrée cette année sur les jeunes. Sur les autres éditions du baromètre, on a regardé d'autres catégories sociales. Ce qui est intéressant, si on creuse un petit peu,
c'est que donc 69% considèrent que l'argent fait le bonheur contre 60% de la moyenne des Français. Et les femmes, les jeunes femmes, donc on est sur une population âgée entre 16 et 24 ans, sont à 71%. Donc finalement, les jeunes femmes ont un rapport encore plus décomplexé à l'argent que les jeunes hommes. Et ça aussi, c'était pas forcément intuitif. Alors, il y a quand même quelque chose, effectivement, qui marque aussi, au-delà de cette différence de genre dans l'approche de l'argent, c'est une génération qui semble accorder de plus en plus d'importance à l'éthique dans ses investissements financiers. Ça aussi, vous l'avez remarqué. Tout à fait. C'est pas parce qu'il y a un rapport décomplexé face à l'argent que, pour autant, on est sur une approche égoïste ou individualiste. L'argent sert à être heureux, mais il sert aussi à avoir un impact sur la société. 47% des jeunes interrogés considèrent que placer de l'argent a un impact sur la société, contre 38% des Français, et notamment le choix de la banque. Ils considèrent... C'est ça, 51%, ils sont des jeunes qui considèrent que le choix de leur banque peut avoir un impact sur la société. Est-ce que ça vous surprend? Bon, moi j'avais 60% dans le baromètre. Je me suis peut-être trompée, effectivement, mais en tout cas c'est un chiffre important. Tout à fait. 60% des jeunes considèrent que le choix de la banque a un impact sur la société, contre 49% de la population française. 58% que la banque a un impact sur l'environnement, contre 47%. Qu'est-ce que ça change, ça, justement, dans la communication des banques auprès des jeunes? J'imagine que ça aussi, c'est une donnée importante pour ces banques qui veulent toucher de plus en plus de jeunes, bien sûr, parce que ce sont les clients de demain. Ces enjeux d'éthique, de RSE, elles ne peuvent plus faire sans aujourd'hui. Tout à fait. Déjà, sur l'ensemble de la population française, on a une étude qui est ressortie en 2024 de la FBF, de la Fédération bancaire française, sur le fait que 8% des Français considèrent que la banque idéale est une banque qui propose des placements éthiques et solidaires. Donc sur l'ensemble de la population française, il y a une prise de conscience que la banque, ce n'est pas juste de l'argent. Il y a aussi des impacts sociaux, environnementaux. Et ça, au Crédit Coopératif, on en est convaincu. C'est vrai. Pour les jeunes, c'est encore plus vrai. Alors, on va continuer justement à en parler parce que tout ça est absolument passionnant. Il y a plein d'autres implications qu'on trouve aussi dans votre étude. On va continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Matt Tabet. Je rappelle que vous êtes le directeur du marché des particuliers au crédit coopératif. On va continuer dans un instant à parler avec vous justement du rapport qu'entretiennent les jeunes à l'argent. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui de la vague d'interactivité qui touche la lecture pour enfants et pour adolescents grâce aux plateformes numériques. Absolument, et elles pullulent ces plateformes d'auto-édition comme Publishroom, animation de vos dessins, par exemple avec Wakatoon, ou encore BD interactive proposée sur la plateforme d'Arte. Un vent d'interactivité souffle sur la littérature et tout particulièrement jeunesse et adolescents. Elle va jusqu'à influencer des institutions comme la Bibliothèque nationale de France, qui a développé sa propre plateforme interactive, son nom BDNF, son slogan tous inventeurs d'histoire. Et ce que ça permet en fait, c'est de réaliser ses propres BD à partir des collections patrimoniales extraordinaires de la bibliothèque et de personnages puisés dans la culture visuelle mondiale, de l'univers de la magie, de la mythologie grecque, le tout au sein de décors d'opéra du 19e siècle ou des photos de Jeanne Adjet par exemple. Ça permet de faire vivre en fait tout un patrimoine visuel tout en lui donnant un petit coup de frais et en faisant par exemple des stories ou des montages modernité oblige. J'ai hâte de découvrir vos BD, Jeanne. Comment d'abord les auteurs s'emparent de ces nouvelles possibilités? Eh bien au même titre qu'avant, nous avions des petits livres interactifs. On appuyait sur un bouton pour faire meugler la vache ou glouglouter le dindon. Aujourd'hui, on se sert de la tactilité des écrans pour multiplier les interactions. Et ça, pour ça, les auteurs usent de trucs graphiques. Le choix, par exemple, pour l'auteur Serge Bloch, dans son livre Récompensé Moi, j'attends, d'un fil rouge. Un fil rouge qui, activé par le lecteur, va permettre de lier les différentes étapes de la vie d'un petit garçon qui attend le beau temps, qui attend de grandir, qui attend de trouver l'amour ou de trouver le sommeil avec ce fil rouge transformé en ce doudou comme ça. L'auteur a réitéré avec une autre création basée sur le livre adapté en court-métrage qui s'appelle La grande histoire d'un petit trait, donc toujours Serge Bloch. Même fil rouge aussi ici, mais avec de plus grandes interactions et de plus grandes possibilités interactives. La technologie d'un moteur d'animation Unity va permettre de dessiner des éléments comme un parapluie qui va sauver de la pluie ou des ailes qui vont sauver ici d'une inexorable chute. Tout ça va avoir des influences des influences simultanées sur la narration. Au temps où on crée en fait ces petites animations en fil rouge. Absolument génial. J'imagine en effet que plus la technologie progresse, et j'imagine bien sûr, et je pense surtout à l'intelligence artificielle, plus l'interactivité va gagner en richesse, j'imagine. En effet, on passe aujourd'hui à une puissance de calcul qui n'a plus rien à voir. Et en quelques secondes, certaines plateformes permettent de générer un texte, mais aussi de générer les illustrations. Bref, un livre pour enfants en 20 secondes chrono. Et donc, moi, j'ai essayé l'application Fabla parce que ça permettait en fait d'inventer des histoires à partir d'un dessin d'enfant. Moi, je n'en avais pas de dessin d'enfant parce que je n'ai pas d'enfant, mais j'ai mis mon dessin à moi. Ensuite, on choisit des ingrédients, 3 mots. Moi, j'ai choisi École du futur, forcément. Magnifique. J'ai choisi lune, pourquoi pas. Et puis, pour corser un peu le jeu, j'en ai rajouté un terme un peu au hasard, le mot os. Et oui, comme ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire avec ces 3 réalités? Et en 2-3 mouvements, hop, une histoire est née. Le héros est par défaut le créateur du conte, qui donne dans l'histoire une petite fille de 36 ans nommée Dr. Dre, c'est moi, qui allait à l'école du futur, donc ça check, et qui un soir, alors qu'elle regardait par la fenêtre, aperçut la lune, check, et elle avait une forme étrange, cette lune, elle avait une forme d'os. Ok, super, on suit. En retournant à l'école, son professeur lui dit en fait que cette lune et que cet os, c'était le symbole de l'os, de la créativité. Et wow. Oui. Et donc un os qu'il faut nourrir, un os de la créativité qu'il faut travailler. Et le personnage, donc, qui est moi, finit grâce à ce travail sur l'os de créativité, par devenir une écrivaine célèbre. Et en revanche, je vous laisse lire la morale de l'histoire que j'aurais écrite autrement. Alors, la morale, je la cite, Dr. Dre est devenu un exemple pour les générations futures, montrant que l'âge n'est pas un obstacle pour réaliser ses rêves et utiliser sa créativité pour changer le monde. Oui, je trouve ça déplacé. Mais bon. Légèrement. Alors, pour revenir à quand même des questions sérieuses, Jeanne, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est un frein ou plutôt un tremplin pour développer son os de créativité? Eh bien, Philippine, je citerai David Defendi, qui est le créateur de Génario, une plateforme d'assistance
IA à l'écriture, lui, il parle de muse technologique. Et ça fonctionne en fait un peu comme les cadavres exquis au temps des surréalistes. Ça permet d'associer en fait des choses qui ne l'auraient pas été dans une cervelle normalement constituée. Et donc, par exemple, l'os de créativité, moi, je n'y aurais pas pensé. Mais les risques, évidemment, sont également présents, notamment dans la littérature de jeunesse, qui est un âge où on est créatif, où l'imagination est décloisonnée. Les risques concernent évidemment la standardisation. Quand on regarde les différents sites de création de livres pour enfants, on se remarque notamment que les illustrations sont toutes à peu près identiques, inspirées de l'univers Pixar. Quant aux histoires elles-mêmes, elles reprennent invariablement les grands schémas narratifs archétypiques, tels que l'arc du personnage qui est marqué par une difficulté, ensuite une difficulté que le personnage dépasse, et ensuite, après avoir dépassé cette difficulté, le personnage voit sa personnalité et sa vie changer par ce dépassement même. Mais aussi, le plus grand risque pour moi de ces muses technologiques, c'est de ne pas composer avec ce syndrome de la page blanche qu'on connaît tous, ou presque, ce moment où on est tétanisé par la peur de l'échec, alors que ce syndrome, il correspond à un moment nécessaire pour la créativité, pour la création. Il faut savoir que de nombreuses études montrent comment le cerveau, pendant cette peur, ce syndrome de l'imposteur. Ça, je parle de moi, de la page blanche. Lapsus. Pendant le syndrome de la page blanche, ça permet au cerveau une réflexion introspective, un vagabondage mental où s'opèrent des associations d'idées, un moment de récupération aussi de souvenirs, un travail sur la résolution de problèmes également, et la découverte de nouvelles voies parallèles. Bref, la créativité, c'est pas un processus uniquement direct et intentionnel, c'est aussi ces processus indirects influencés par cette création de connexions neuronales. En d'autres mots, il faut prendre le temps de nourrir l'os de la créativité qui est en nous tous, et ce, malgré notre âge à chacun. Mais non, vous n'êtes pas vieille. Une petite fille de 36 ans. Exactement. Ouais. Non, mais qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, c'est pour ça. Vous avez encore toute votre place, bien sûr, ici. Et l'intelligence artificielle a encore un peu de boulot. Et mon os de créativité n'a pas d'arthrose. Non. Bravo, c'était bien trouvé. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette chronique. Et nous, on lance ensemble tous les trois la deuxième partie du talk. Et on est toujours sur le retour, toujours sur le retour, bien sûr, de l'école du futur. Voilà, et vous voyez que ça se passe toujours aussi bien avec notre invité, notamment Imad Tabé. Je rappelle que vous êtes le directeur du marché des particuliers au crédit coopératif. Alors, on parlait juste avant la chronique de Jeanne Dreyfus, justement, de ce rapport qu'entretiennent les jeunes à l'argent. Vous nous avez présenté certains chiffres aussi surprenants que paradoxaux au sujet de ce rapport qu'entretiennent les jeunes avec le domaine financier. Les jeunes sont plus enclins à utiliser leur argent de manière, de ce qu'on voit, aligné avec leurs valeurs. Est-ce que c'est un effet direct, parce qu'on pourrait se poser la question des enjeux climatiques, des enjeux sociétaux, de la politique aussi bien ou mal qu'elle se porte en France. À quoi vous expliquez justement ces changements-là, le fait d'aligner justement nos finances avec nos valeurs? Alors, je dirais qu'ils sont conscients qu'effectivement, l'utilisation de leur argent n'est pas neutre. Que placer leur argent sur tel ou tel investissement a de l'impact sur la société. Pour autant, et c'est paradoxal dans l'étude, c'est qu'ils s'estiment à peu près au même niveau que l'ensemble des Français, mal informés sur l'utilisation de l'argent par les banques, et plus largement sur les enjeux économiques et financiers. Ouais. Quelque part, ils sentent que c'est pas neutre, mais pour autant, ils ne maîtrisent pas complètement, il manque d'informations sur le sujet. Pour répondre plus directement à la question, comment expliquer qu'il y a un écart entre les jeunes et la moyenne des Français, j'ai l'impression que c'est lié à leur optimisme. Ils sont plus optimistes, et quelque part, le fait d'être plus optimiste fait qu'ils sont moins désabusés, ils sont moins dans une vision de dire de toute façon ça sert à rien, on peut rien faire pour la société, on peut rien faire pour la planète, et quelque part ça les incite à avoir une démarche d'engagement par leur argent, mais aussi par le vote, par l'engagement associatif, qui est
plus importante que la moyenne des Français. Et plus sereine peut-être aussi, effectivement. Alors vous travaillez pour une banque coopérative. Quel rôle peut justement jouer une banque comme la vôtre pour répondre justement à toutes ces attentes de cette jeunesse engagée ? Alors nous, ce qu'on s'est dit en interprétant les résultats de cette étude au Crédit Coopératif, c'est qu'il fallait vraiment qu'on fasse un travail supplémentaire d'information. Alors on le fait vis-à-vis de l'ensemble de nos clients, mais en particulier auprès des jeunes, parce qu'il y a un besoin qui est clairement identifié et dit. Donc formation, éducation financière, produire des éléments qui permettent d'expliquer la banque, la finance, l'argent, pas dans un objectif commercial ou de communication, mais vraiment pour pédagogique. Pour aider nos jeunes clients à s'approprier ces notions, d'autant plus que les jeunes se sont déclarés dans cette étude plus enclins à prendre des risques pour gagner plus d'argent. Et du coup, ça, prendre des risques alors qu'on n'a pas toutes les infos... C'est pas bon pour votre business, ça. On propose différents types de placements, dont des placements plus ou moins risqués. Mais c'est important d'aller sur ces placements en connaissance de cause. Parce que sinon, si on mise des sommes, entre guillemets, beaucoup trop importantes avec un gros risque, on peut perdre de l'argent, voire beaucoup d'argent, et ça peut être problématique. Bien sûr. Alors justement, vous parliez de pédagogie, d'éducation financière. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'école, les institutions universitaires ou autres préparent suffisamment les jeunes à gérer leur argent ? Alors, si on en croit les réponses des jeunes et des Français à l'étude que nous avons faite, la réponse est non. Aujourd'hui, que ce soit les jeunes ou les Français, ils se considèrent très très mal informés, à la fois sur le fonctionnement de l'économie, la finance en général, ou plus spécifiquement sur qu'est-ce que les banques font avec leur argent. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on a un rôle en tant qu'acteur économique, mais je pense qu'il faut se poser la question de comment mieux former les jeunes, les Français de façon plus générale, mais dès le plus jeune âge, à l'éducation financière. C'est un enjeu social. Démarrer dès qu'ils sont petits, effectivement. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'argent a un sens aujourd'hui ? Alors oui, d'après les jeunes, oui. D'après les Français, un petit peu moins. Le fait que 47% des jeunes disent que placer de l'argent a un impact sur la société, ça donne un sens. Et plus spécifiquement, 60% des jeunes considèrent que le choix de la banque a un impact sur la société française, 58% que ça a un impact sur l'environnement. Pour les Français, c'est 49% qui considèrent qu'il y a un impact social, 47% qui a un impact sur l'environnement. C'est un peu moins que la moyenne, mais quand même. Mais quand même, les choses bougent, effectivement. Alors, au-delà de la réussite financière, on en parlait aussi en première partie du talk, qu'est-ce que réussir sa vie aujourd'hui pour la génération Z, pour ces jeunes ? Est-ce que les jeunes, quelque part, selon vous, personnellement ou professionnellement, ont redéfini quelque part les critères de la réussite ? Alors... Effectivement, à la question est-ce que gagner le plus d'argent possible est un objectif pour réussir sa vie, 76% des jeunes ont répondu plutôt oui. Ou tout à fait oui. Il y a combien de choix dans les réponses ? C'est oui, non ou c'est... Alors, il y a 4 réponses. C'est oui, tout à fait, oui, plutôt, plutôt pas ou pas du tout. Et donc, le fait de gagner de l'argent est une condition. Après, ce n'est pas, bien sûr, la seule... Alors, on n'a pas creusé sur les autres composantes de réussir sa vie. C'est-à-dire, au-delà de l'argent, on voulait savoir dans quelle mesure ils considéraient que l'argent contribue à faire le bonheur, et la réponse est plutôt oui. Après, ce qui découle des autres questions, c'est qu'il y a quand même un engagement social, un engagement environnemental. Quand on pose la question, d'ailleurs, quelles sont les 3 choses les 3 valeurs, les 3 éléments les plus importants à leurs yeux, le premier qui ressort, c'est pareil pour les jeunes que pour l'ensemble de la population française. En ce moment, en tout cas, c'est la sécurité, c'est le sujet numéro 1. En deuxième, c'est la solidarité. Et sur le 3e critère, là, il y a une petite différence. Pour les jeunes, c'est l'écologie, l'environnement. Pour la moyenne des Français, c'est les droits individuels.
Donc des sujets quand même très sociétaux et politiques. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc non, il n'y a pas que l'argent, heureusement. Qui compte pour la réussite des jeunes. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Imad Tabet, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je trouve que cette étude, effectivement, nous permet d'avoir une vision assez globale de ce que pensent les jeunes aujourd'hui et de leur rapport avec, justement, à la fois les institutions et le monde financier. Donc, vous serez le bienvenu, en tout cas, pour continuer à nous en parler au fil des prochains mois si cette étude est amenée à être reconduite. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'attends toujours votre BD, vous le savez évidemment. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et comme tous les jours, dès demain, dès 12h30, on se retrouve toujours dans l'École du Futur sur School TV. D'ici là, passez une très très bonne journée.